Bonjour madame, Bonjour. vous avez assisté à la conférence? Oui, Alors comment vous l'avez trouvée? instructif. C'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. La salle était pleine, que pour un sujet aussi important que la guerre secrète contre les peuples, il y ait autant de personnes qui sont intéressées. On attendait son livre avec impatience. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller à la plage, au cinéma? Non? Bon. Donc c'est John Edgar Hoover, qui était l'ex-patron du FBI, qui disait l'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. En fait, si j'ai mis aussi longtemps et je me suis arrêtée 2 fois, Jean-Marie peut le dire, parce que des fois je l'appelais désespérée parce que je trouvais. C'est qu'en fait, plus on avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Et tout converge vers un espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup inquiété sur les vaccins, sur la nourriture, etc. pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but il est décrit et montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver, évidemment. Effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. Donc, la première de ces techniques dont de plus en plus de gens sont conscients, et si vous êtes là, je sais que vous l'êtes, c'est les chemtrails ou les traînées chimiques qu'on voit dans le ciel. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce sont des avions de ligne, les traînées qu'on voit, mais qu'il ne se passe rien d'anormal, que tout va bien, etc., que c'est de la vapeur d'eau et des traînées de condensation. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avant, les avions, et même maintenant les avions normaux, ont une traînée qui suit l'avion et qui se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Quand il s'agit d'épandage et de traînées chimiques, la traînée ne s'en va pas au fur et à mesure que l'avion avance, elle se répand et elle s'étale et elle va retrouver les traînées des avions qui passent à côté. Parce qu'en fait, c'est un véritable quadrillage du ciel quand on regarde dans un ciel bleu. Souvent, quand le ciel est bleu, on voit effectivement les avions arriver à un bout de l'horizon et commencer à quadriller complètement le ciel. Et au fur et à mesure que le ciel se quadrille, les traînées se rejoignent, ils forment une espèce de couvercle chimique. Ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on connaissait avant, c'est un couvercle. Et ce couvercle obscurcit le ciel. Or, on a beau nous dire qu'il n'y a rien d'anormal, avant, les traînées d'avions normaux n'ont jamais obscurci le ciel. Ensuite, c'est pas des trajectoires d'avions normales, parce que les avions en général volent dans des couloirs. Là, non, il y en a un peu partout dans le ciel. Quand on a beaucoup voyagé aussi, on sait que les avions ne font pas demi-tour. Bon, alors là, il y a des avions qui reviennent, donc je ne sais pas, est-ce que maintenant, quand les avions ont oublié quelque chose, on revient à l'aéroport. Et tous ceux qui prennent beaucoup l'avion aussi savent que, par exemple, les avions pour Los Angeles décollent le matin, que la Lufthansa c'est à 9h, le British Airways c'est à 10h, Air France c'est à 11h. Enfin, je veux dire, tous les avions décollent tous les jours à la même heure, sur les mêmes destinations. Tout au plus, il y a des horaires d'été et d'hiver, ou des horaires qui changent, mais ou dans la semaine, entre la semaine et le week-end. Mais c'est tout. Si on sait aussi que les contrails,
c'est-à-dire les vraies traînées d'avion, ne peuvent se former qu'à une température en dessous de 40 degrés, qu'il faut 70% d'humidité et que depuis 2004, les avions de ligne doivent voler impérativement, obligatoirement au-dessus de 8000 mètres, on se demande quels sont ces avions que l'on voit régulièrement dans le ciel et qui laissent des traînées blanches bizarres, quoi. Donc en fait, moi, je pense que ce qu'on voit existe et que ce qu'on voit n'est pas normal. Et effectivement, je me suis rappelé que dans les années 90, j'habitais en Californie et j'allais souvent dans les territoires indiens, chez les Navajos, et leur territoire, c'est derrière Las Vegas, derrière le Grand Canyon. Et je me souviens que souvent les Indiens disaient « They spray us like cockroaches », ils nous aspergent comme des cafards. Et je pensais qu'ils avaient un peu trop tiré sur le calumet et que je ne voyais pas trop de quoi ils voulaient parler, quoi. Donc je ne me suis pas vraiment intéressée au problème. Mais en même temps, par exemple, en 92-94, il y avait un professeur qui s'appelait Leonard Cole, qui représentait une petite ville de Californie qui s'appelle Oakville et qui est allé parler devant le Sénat pour dire qu'il y avait des gens qui étaient tombés malades et des animaux qui étaient décédés. Et il a dit devant le Sénat que pour lui, c'était le département de la Défense qui procédait à des épandages et des expérimentations d'armes biologiques et de modification du temps. Et à cette époque-là, il a affirmé avoir analysé les résidus de chemtrail et avoir trouvé des cellules sanguines d'origine humaine. Donc tout le monde l'a un peu pris pour un fou. On verra après qu'il n'était pas du tout fou. Il y avait plein de trucs comme ça. Au Canada, en 99, il y a une petite ville qui s'appelle Espagnola, dans l'Ontario, où les résidents rapportaient des passages d'avion où après, ils avaient mal à la tête, une fatigue énorme, des pertes de mémoire, etc. À Vegas aussi, il y avait beaucoup de gens qui témoignaient qu'il y avait des avions qui venaient, qui épandaient sur les zones habitées et qui après continuer leur trajectoire avec une traînée normale. Quand on connaît Vegas, la plaine, elle fait 500 km. Donc, ils voyaient vraiment là où les avions commençaient à épandre et où ils s'arrêtaient. À cette époque-là, il y a un savant qui s'appelle Kenneth Sasson, qui est un des scientifiques les plus connus dans les problèmes atmosphériques et qui a dit « c'est un non-sens conspirationniste ». Et il a ajouté, ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds au-dessus de nous, et ce sont des particules tellement fines qu'elles ne peuvent pas affecter les gens en bas. Donc quand on a un caractère un peu bizarre comme le mien, on se dit que si ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds, c'est qu'elles existent. Sinon, ils ne diraient pas ça. En 2000 aussi, il y a eu à Columbus, il y a eu dans un journal local qui s'appelle Columbus Live, il y a un journaliste qui s'appelle Bob Fritakis qui a fait un article qui s'appelle « Les efforts top secrets du gouvernement pour contrôler Mère Nature ». Et il y fait état de pulvérisations nombreuses et de brevets, dont l'un qui prétendait être une modification du climat, c'est-à-dire des épandages de polymères. Et le polymère, avec le vent, ça agite le mélange et le polymère se charge de l'humidité, ce qui fait que ça empêche les nuages, ça enlève la capacité des nuages à pleuvoir. Donc en fait, on peut se demander qu'est-ce qu'ils épandent, et quand on fait la somme de tous ces témoignages, on se rend compte qu'ils épandent des substances cancérigènes, des bactéries, de l'oxyde d'aluminium, du stéarate de barium et du strontium, et aussi le dribomure d'éthylène. En fait, c'est un pesticide très violent qui avait été interdit pendant des années et que, comme par hasard, on a retrouvé qu'ils ont remis dans les carburants d'avion, et donc on retrouve maintenant dans les résidus des chemtrails. Fritakis fait aussi état d'un scientifique qui travaillait à la base de l'US Air Force à Wright-Patterson et qui lui avait assuré secrètement qu'en fait, il y avait deux programmes secrets en cours. Un qui était un programme d'épandage pour modifier le climat, et un deuxième qui était en rapport avec un
un organisme de l'armée qui s'appelle HARP et pour lequel ils épandaient du barium. Le barium étant conducteur d'ondes et aussi permet les images 3D, les images radar en 3D. À la même époque, on a eu pendant toutes ces années des témoignages de 14 pays qui faisaient partie de l'OTAN. Quand on regarde, comme je viens de le faire là, pendant des années, il y a plein de pays qui ont dit qu'ils avaient effectivement eu des épandages pendant tout ce temps-là. Évidemment, les gouvernements nient tout en bloc. Ils reconnaissent que ça existe, mais ils disent que ça n'a jamais été mis en application, que c'est juste un plan B au cas où la Terre se réchaufferait trop, etc. Pourtant, quand on regarde dans le rapport de l'IPCC, alors l'IPCC, c'est l'Intergovernmental Panel on Climate Change, qui correspond en France au GIEC, groupement intergouvernemental des études climatiques. On se rend compte dans le chapitre 4-7 du tome 3 que la géo-ingénierie est utilisée pour caractériser des manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Le concept inclut aussi la possibilité de piloter le système du climat de la Terre par une manipulation à grande échelle de la balance énergétique globale. Donc en fait, tout y est, mais ça n'existe pas. C'est des gros menteurs, parce qu'en 2004, à la demande pressante de certains journalistes de l'AFP, il y a des documents, beaucoup de documents de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et qui portaient tous les détails des opérations qui avaient eu lieu. Et on se rend compte que tous les gens dont je parlais tout à l'heure ne rêvaient pas du tout. C'est-à-dire que pendant qu'ils traitaient tous ces gens-là de fous conspirationnistes, il y a la preuve qu'ils ont épandu sur Vegas, sur San Francisco, sur Corpus Christi, sur le Maryland, sur le sud de l'Angleterre. En 50, par exemple, sur San Francisco, ils ont épandu pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire à partir d'un bateau. On a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur l'A2 qui parlait de Pont Saint-Esprit et des épandages de LSD en France. Il y a eu aussi l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était soi-disant une répétition pour les changements météo en temps de guerre, et qui a provoqué l'inondation d'une ville qui s'appelle Lynmouth, où il y a eu 34 morts. En 1953, il y a eu le St. Joe Programme, qui était toute une batterie de tests sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, au Texas. Ils ont épandu des tonnes de sulfure de cadmium de zinc pour déterminer, ça c'est dingue, le pourcentage des populations à qui on peut chimiquement infliger le cancer. C'est marqué dans le document. En 1955, il y a eu la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues des laboratoires militaires, pour tester la capacité d'infecter les gens avec des bactéries. Cuba a déposé plainte en 1997 contre les États-Unis pour épandage en demandant des millions de dollars de dommages et intérêts. En Angleterre, le Guardian aussi a révélé en 2002 un énorme rapport du gouvernement qui confirmait que des essais avaient eu lieu depuis 1940 jusqu'à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. C'est-à-dire qu'au cas où les Russes attaqueraient, ils préféraient déjà balancer des trucs sur leur population pour voir ce que ça allait faire. Et donc il y a eu des centaines de tests comme ça pendant la guerre froide sur les militaires et sur les civils à leur insu, bien sûr. Jusqu'à entre 61 et 68, il y a eu aussi une opération qui s'appelait Large Area Coverage, LAC, où il y a plus d'1 million de personnes qui ont été infectées sur les côtes du sud de l'Angleterre par les bactéries E. coli et Bacillus globigi. Et aussi l'usage d'anthrax et de bactéries bizarres et de germes mortels sur les Caraïbes et sur une île écossaise. Donc en fait, tout ça a existé, il y a les preuves que ça a existé, les documents existent. Donc il faudrait croire maintenant que c'est pas vrai, maintenant ils épandent plus, ça n'existe pas. Quand ce qu'on voit dans le ciel en fait et les substances que l'on retrouve dans la terre,
et dans les analyses de sang, parce qu'il y a Axepica, etc., qui ont fait des analyses de résidus, et des gens qui ont fait analyser leur sang, dans lequel on retrouve effectivement du baryum, du strontium. Et en fait, c'est exactement ce qui est décrit dans les brevets, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on trouve dans les résidus de chemtrail dans la Terre. Donc c'est un peu difficile de croire que c'est pas vrai. Et aussi, si on regarde les archives des brevets américains, on se rend compte qu'il y a des centaines de brevets depuis 30 ans qui affinent complètement la technique pour faire les épandages, jusqu'au brevet Welbach, qui est le plus connu et celui qui sert en ce moment, qui permet d'ensemencer l'atmosphère, la stratosphère, avec des particules d'oxyde d'aluminium, qui en fait empêche les rayons entrants. Il pulvérise des particules d'aluminium en disant que les rayons du soleil, en frappant ces particules, retournent dans l'atmosphère et que ça empêche le réchauffement. Il y a aussi les traités qui sont très très instructifs quand on regarde les traités qu'il y a eu à ce moment-là. Parce que justement, comme j'ai vécu aux États-Unis, je me demandais souvent, quand j'écrivais le bouquin, pourquoi il n'y avait pas eu de plainte. Parce que quand on vit aux États-Unis, on sait qu'il y a des avocats derrière tous les arbres du boulevard et derrière tous les bancs publics. C'est tous ceux qui sortent de l'école et qui veulent se faire des clients qui sont là pour vous demander si tout va bien, si vous ne voulez pas attaquer le studio, le restaurant, etc. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils aient jamais fait des class action pour attaquer... puisqu'ils avaient la preuve qu'ils avaient été pulvérisés. Et en fait, je suis tombée sur un traité qui s'appelle le traité ANMOD, qui est une convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Alors, c'est effectivement interdit que les forces militaires épandent des armes chimiques sur l'ennemi. Mais quand on lit le traité en entier, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a marqué que c'est autorisé dans un but pacifique et à but de test pour protéger sa propre population. C'est-à-dire on n'a pas le droit de pulvériser l'ennemi, mais on peut pulvériser ses citoyens. J'avoue que ça m'a laissé... c'est tellement incroyable de voir comment ils manigancent pour pouvoir nous manipuler. Il y a un autre traité en 2001 aussi qui s'appelle le 2001 Space Preservation Act qui mentionnait les chemtrails parmi les armes exotiques. Mais il y avait aussi les ultra basses fréquences, les armes tectoniques et même les armes extraterrestres. Comme par hasard, le 2001 Space Preservation Act n'a pas été ratifié par le Congrès. Il a été immédiatement mis de côté, supprimé. Et on a vu sortir le 2002 Space Preservation Act qui disait la même chose, sauf que la liste des armes avait disparu. Exit l'existence officielle des chemtrails, ça n'existe plus. Ce qui prouve déjà la volonté de dissimuler ce qui se passe et aussi la véracité de leur existence, parce que sinon, ils n'essaieraient pas de le cacher. Et la perle dans l'histoire, c'est un traité que j'ai retrouvé par une université canadienne, un traité de 1975 entre les États-Unis et le Canada, qui dit exactement, je cite, « Conscients en raison de leur proximité géographique, que les effets des activités visant à modifier le temps exercées par l'une ou l'autre partie peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie. » En clair, ils font un traité pour se dire qu'ils devraient se tenir au courant puisqu'ils épandent des deux côtés de la frontière. J'ai du mal à croire que deux pays de la taille des États-Unis et du Canada fassent des traités pour des trucs qui n'existent pas. Bon. Depuis, il y a plein de responsables qui ont parlé. Il y a des techniciens, des mécaniciens, des policiers, dont un qui les avait surnommés Deep Sky, qui a beaucoup parlé à William Thomas, le journaliste dont je parlais tout à l'heure, qui a donné beaucoup de preuves sur l'aménagement des avions, sur les substances qui étaient épandues, comment ça se faisait à l'intérieur des avions sans que les pilotes soient forcément au courant, les vols qui épandaient, jusqu'à ce qu'on le retrouve asphyxié dans sa voiture. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ted Gunderson, qui était le patron du FBI à Los Angeles,
Ce monsieur n'était pas n'importe qui, parce que c'est à lui qu'avait été confiée l'enquête sur la mort de Kennedy, sur la mort de Marilyn Monroe. Et il passait sa retraite en plus à débusquer tous les réseaux pédophiles, etc. Et il parlait vraiment, quoi. Il balançait vraiment. Et lui avait dit les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Il disait d'où venaient les avions, où ils étaient stationnés, quelle était leur marque, à qui ils appartenaient. Il a tout balancé. Évidemment, d'après son ami et médecin qui était là quand il est mort, le violet qu'il avait sous ses ongles, sur la tête et sur les pieds, juste après sa mort, d'après lui, prouvait un empoisonnement à l'arsenic. Il y a aussi une ex-militaire qui s'appelait Kristen Megan, qui raconte comment elle est rentrée dans l'armée américaine. Et son rôle dans l'armée américaine, c'était son job, c'était de regarder l'impact des techniques dont se servait l'armée américaine sur l'environnement. Et en fait, les gens, effectivement, dans la rue, ou ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu penses des chemtrails ?» Elle n'était pas du tout au courant. Donc elle a évidemment regardé les documents qui étaient à sa disposition. Elle s'est aperçue qu'il y avait des tonnes et des tonnes de barium, d'aluminium et de strontium achetés par l'armée américaine. Et elle a donc posé des questions à sa hiérarchie, qui lui a fortement recommandé de se taire et qui l'a muté dans un autre service, où elle a recommencé la même chose, jusqu'à ce qu'elle ait des pressions, des menaces sur sa fille, etc. Elle a fini par démissionner. Et maintenant, elle aussi dénonce et dit ce qui se passe. Donc on se demande, en fait, la question c'est qui fait ces épandages, qui a un pouvoir au-dessus des nations et qui a accès à notre espace aérien dans tous les pays du monde, qui a assez de pouvoir pour avoir accès à notre espace aérien. Est-ce qu'il s'agit d'expérimentations dont nous sommes les cobayes ou des programmes économiques et militaires dont nous sommes les victimes collatérales? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des expériences in vivo, comme dans les camps de concentration dont il faut, paraît-il, se souvenir pour ne plus recommencer. Sans notre consentement, ce qui est contraire à l'article 3 de la Constitution, qui dit que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est contraire au traité de Nuremberg. Mais bon, ça se fait. Enfin, je veux dire, ils continuent à nous dire qu'ils ne le font pas, mais enfin, il suffit de regarder pour voir ce qui se passe. Maintenant, ils commencent à dire quand même que les épandages, ils nient un peu moins. Ils commencent à dire que les épandages seraient faits pour lutter contre le réchauffement, parce que la grande préoccupation de nos dirigeants, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. On va avoir la grand-messe, la COP21 en fin d'année. Évidemment, c'est le réchauffement climatique d'origine anthropique. L'ennemi, c'est le CO2. Et les humains qui ont le culot de respirer dans leur petite voiture diesel, et surtout les vaches qui pètent, à tout bout de champ. Le chantre de cette histoire, c'est Al Gore, qui mène une croisade et qui promène sa carbophobie depuis qu'il a quitté le gouvernement dans tous les médias du monde entier, à 175 000 € la conférence. Ça fait rêver. Et pour demander qu'il y ait moins d'énergie fossile, retenez bien, parce qu'on va voir après. J'étais partie pour regarder un peu ce que faisait Al Gore, mais en fait, c'est un exemple à lui tout seul. C'est-à-dire, il demande moins d'énergie fossile, plus d'énergie renouvelable, et il dit que c'est un impératif moral. Il a même reçu le prix Nobel en 2007 avec le GIEC pour son action. Et un des plus grands climatologues mondiaux, Richard Lanson, estime que les prévisions de l'IPCC présentent une marge d'erreur de 400%. Ça en fait comme si on disait que Paris a entre 5 millions et 2 milliards d'habitants. Mais à part ça, le réchauffement climatique, c'est vrai. Il y a aussi 32 000 scientifiques des plus prestigieux qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette thèse du réchauffement climatique, mais ça, personne ne nous en parle. Il faut savoir, puisqu'on va entendre parler pendant le COP21 sans arrêt de ce sujet, que c'est comme dans la santé, hein, tous
tous les scientifiques qui font partie du GIEC, il y en a 2000 au monde. Déjà sur les 2000, il y a 20 climatologues. Les autres ne sont pas plus spécialistes que vous et moi. Et ensuite, il faut savoir qu'ils sont payés, enfin ils sont sous les ordres de l'ONU et nommés par les politiques. Donc évidemment, ça enlève un peu de leur crédibilité parce que... Voilà. Pour en revenir à Al Gore, en fait, pour voir où est l'escroquerie quand même, c'est que Al Gore, qui dit qu'en fait c'est un impératif moral d'arrêter la pollution avec le CO2, en fait il a monté la première bourse au carbone. C'est-à-dire que plus on a des sous, plus on peut polluer. C'est-à-dire que par exemple, il part du principe que chaque société, on va lui donner un crédit de 2 tonnes de carbone ou 20 tonnes de carbone. S'il pollue plus, il faut qu'il achète des bons carbone. S'il pollue moins, il peut vendre ses bons carbone. Et évidemment, c'est intéressant pour Al Gore et les gens qui sont dans ce business que le gouvernement plafonne l'autorisation de carbone. Parce que d'ailleurs, il appelle son plan cap and trade, plafonné et dealé. Forcément, parce que plus c'est plafonné, plus le carbone est rare, et plus c'est rare, plus le prix va monter en bourse. Mais c'est pas du tout un empêchement, ça va pas du tout empêcher les sociétés de polluer, parce que plus elles auront du pognon, plus elles pourront acheter de bon carbone. Et d'ailleurs, Al Gore, qui a quitté la présidence avec soi-disant un actif de 2 millions d'euros, 2 millions de dollars, il vient de mettre 35 millions dans ce fonds d'investissement qu'il a monté avec Jeffrey Skoll, qui est l'ancien patron d'eBay. Donc, il est aussi actionnaire de plusieurs puits de pétrole, de mines de charbon. Et c'est surtout marrant parce que sa maison fait 3000 mètres carrés et il dépense en un mois la facture d'électricité que dépense une famille américaine bien cossue dans l'année. Donc c'est plutôt, comment on dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. Donc le danger du CO2 pour moi, mais je vous invite à regarder les documents, c'est une arnaque totale. Pour nous faire gober les OGM à l'époque, ils nous ont dit que la Terre n'était pas capable de nourrir 7 milliards d'habitants, donc il fallait absolument les OGM. Vous remarquerez que depuis quelque temps, on ne parle plus du tout de ça. On nous dit qu'on est trop nombreux sur Terre parce qu'on est trop nombreux à respirer et donc et à polluer. Donc effectivement, le gouvernement va prendre des mesures drastiques. On n'aura plus le droit de... Enfin, il faudrait bazarder nos petites voitures diesel. Puis peut-être qu'aussi, ils vont faire partager les troupeaux de vaches en deux. C'est-à-dire, il y a la moitié aura le droit de péter les jours pairs et l'autre moitié les jours impairs. Enfin, et puis surtout, notre président a décidé de faire le maximum pour qu'on arrive à un accord. Je ne veux pas l'embêter, vraiment, je ne veux pas spécialement du mal, mais ça m'étonnerait, parce que ceux qui sont derrière, ceux qui sponsorisent tout ça, sont ceux qui, en fait, ne veulent pas que ça s'arrête. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous montrer à quel point on se fout de nous. Ce sont des chiffres de 2006. Alors, l'US Air Force a consommé 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4, de fuel. Un seul F-5 brûle environ 1580 gallons en 1 heure. Un hélico Apache fait un demi-miles avec 4 litres, un gallon. Les chars Abrams en Irak ont besoin de 5 gallons, soit 20 litres au kilomètre. Un seul transporteur non nucléaire à la vapeur brûle 5600 gallons de combustible en 1 heure. Tous les 4 jours, chaque transporteur en mer utilise un autre demi-million de gallons de carburant pour alimenter ses jets. Pendant qu'ils volent pour une mission chemtrail de 2 à 5 heures, un seul ravitailleur KC-10 brûle 2050 gallons de carburant toxique, évidemment. Le KC-135 Stratotanker, qui est plus gros et plus vieux, transporte 31 275 gallons de produits chimiques d'épandage et il brûle 2650 gallons de carburant à l'heure. L'EPA, qui est l'Agence américaine de protection de l'environnement, nous indique que chaque gallon d'essence produit 19,4 kg de CO2 et chaque gallon diesel de 22,2 kg.
Si on fait le calcul, on s'aperçoit que les opérations de routine de l'armée américaine envoient plus de 48 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Ça, on ne nous en parle pas, évidemment. Il faut ajouter à ça la consommation et les déchets de harpe, dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est nous qui sommes des vilains pollueurs, payeurs. Donc, si le CO2 est un problème, on peut se demander aussi pourquoi couper les arbres pour faire des OGM et des nécrocarburants, puisque les arbres, eux, ils aiment le CO2, donc en fait, la nature était plutôt bien faite. C'est la même fumisterie avec le fait d'épandre, soi-disant, pour bloquer le soleil, parce que dans ce cas, la photosynthèse ne se fait pas, donc ça aide pas pour enlever le carbone et les gaz à effet de serre qui, justement, augmentent. Et aussi, surtout, le carbone ne représente que 0,05% des composants de l'atmosphère. Et en fait, quand on approfondit le truc, on se rend compte que c'est la vapeur d'eau qui est surtout qui est la principale responsable du réchauffement. Parce qu'en fait, quand ils épandent, les sols se dessèchent, donc l'humidité remonte et se répand dans l'atmosphère. Et c'est ça qui crée les plus gros effets de serre. Donc, évidemment, on se dit que le réchauffement, ça ne doit pas être la vraie raison des épandages, parce que ils ont quand même des savants qui sont peut-être tarés et fous, mais bon, ils savent quand même le b.a.-ba, et ils savent très bien que quand ils épandent, le réchauffement s'accentue. C'est d'ailleurs marqué dans les brevets Welbach, etc., que plus on épand, plus le réchauffement grandit. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter. Il est toujours conseiller d'Obama. Et lui a écrit en 1970 dans un livre qui s'appelle Between Two Ages, l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Et quand il parle dans son bouquin de la modification climatique, c'est précisément et uniquement comme l'arme absolue qui sera à la disposition de l'Amérique. Et d'ailleurs, il cite les travaux de Gordon MacDonald dont il s'inspire, et il dit « Avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum des forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. C'est clair, non? Alors, pour ceux qui connaissent pas Zbigniew, c'est pas un mec qui fait de la science-fiction. C'est lui qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier. Between Two Ages, ça n'existe pas en français, mais Le Grand Échiquier a été traduit. Dans Le Grand Échiquier, il disait il y a 30 ans qu'en fait, d'ici 20 à 25 ans, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, le monde, la société serait une société du 20-80. C'est-à-dire que 20% de la population suffirait à faire marcher le système et les 80 autres serviraient à rien. Ils n'auraient pas d'emploi, donc pas d'argent, donc pas possible de leur vendre quoi que ce soit, ni des loisirs, ni rien. Donc il fallait leur appliquer une théorie qui était qu'il appelait le tititainment. Pour tit, c'est en anglais qui est la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens comme on berce un enfant, c'est-à-dire les endormir en gros. Et il disait avec la nourriture physique et mentale. On voit bien ce qu'ils ont fait avec la nourriture et tout ce qu'ils mettent dans la nourriture qui rendent les gens apathiques. Et puis les programmes télé, on ne peut pas dire que ce soit fait pour nous éveiller, pour les trois quarts. Donc, en fait, quand Zbigniew dit quelque chose, en général, c'est bien en train de se passer, quoi. Donc la géo-ingénierie est bien une réalité. D'ailleurs, il suffit de regarder le ciel. Moi, je suis toujours étonnée quand les gens me disent qu'ils ne voient rien d'anormal. Je veux dire, depuis quand on n'a pas vu de vrais orages, c'est-à-dire avec le tonnerre, les éclairs.
Moi, quand j'étais gamine, on comptait entre l'éclair et le tonnerre pour savoir si l'orage se rapprochait ou s'éloignait, etc. Maintenant, en tout cas dans la région parisienne, on entend de temps en temps des coups de tonnerre, ou on voit de temps en temps des éclairs, jamais les deux en même temps. Et en fait, moi, ça fait bien 4-5 ans que j'ai pas vu d'orage. Par contre, j'étais à Perpignan la semaine dernière, j'ai vu un truc que j'avais jamais vu non plus de ma vie, c'est des éclairs horizontaux. C'est-à-dire, on a vu ce que ça a donné sur l'Odève et tout, mais moi, j'ai vu l'orage au loin dans les montagnes, et en fait, c'était que des éclairs comme ça. Ça n'a jamais été le principe des éclairs à l'époque. Et puis même, on voit bien que ce qui se passe est anormal. Là, on vient de voir un ouragan sur la France, 100 mètres de large sur 35 km de long, ça a tout emporté. Rien à côté, c'est d'une précision absolument... et depuis quand la France est-elle un pays de tornades, quoi? Jusque-là, on en voyait dans le sud des États-Unis, pas chez nous, mais bon. Aussi, c'est donc sans surprise qu'on voit que parmi les sociétés qui sont engagées dans la géo-ingénierie, c'est les mêmes gros cartels chimiques, énergétiques et financiers qui sont responsables de l'état de la planète et qui ont pollué la planète jusque-là. Et depuis Kyoto, tous les ans, ils sponsorisent une réunion, une messe comme on va avoir. Et en fait, c'est ceux qu'on nomme le Carbone Club, c'est-à-dire tous ceux qui veulent absolument pas que ça s'arrête et qui veulent juste spéculer dessus, comme je disais tout à l'heure. Donc là, le COP21, je crois que ça va être la 26e année où on espère arriver à un accord. Donc voilà. Ce qui est aussi très cocasse, c'est le 5e rapport du GIEC, qui nie encore les épandages, mais qui avertit les décideurs que malgré les effets secondaires, je cite, malgré les effets secondaires mondiaux et les conséquences à long terme, les techniques de la géo-ingénierie comprenant la gestion des radiations solaires devraient être maintenues. Si la gestion du rayonnement solaire, des radiations solaires s'arrêtait pour une raison quelconque, il est probable que les températures à la surface du globe s'élèveraient très rapidement pour atteindre des valeurs entraînant le renforcement des gaz à effet de serre. Mais pour arrêter quelque chose, en général, il faut avoir commencé. Donc voilà, et en plus c'est exactement ce qui est marqué, ce que je disais tout à l'heure, qui est marqué dans la patente Welbach, c'est-à-dire qu'ils savent que s'ils commencent à épandre, il faut continuer à épandre à perpétuité. Donc plus ça va aller mal si on ne les arrête pas tout de suite, avec les conséquences que ça a sur nous et sur l'environnement. Donc, les deux savants qui sont qui sont complètement hystériques et qui voient que par les épandages, ce sont deux mecs qui s'appellent Ken Caldeira et David Keefe. Je vous invite quand même à aller voir la tête de David Keefe. Je ne sais pas si on la voit là ou si on va la voir. Oui, je crois qu'on va la voir. La tête de David Keefe, d'aller voir ses vidéos parce que c'est impressionnant. Le mec est complètement possédé et son truc, c'est vraiment les épandages à tout va. Évidemment, il est financé par les milliardaires habituels, dont le bienfaiteur de l'humanité, Bill Gates, l'obsédé de la vaccination de masse, qui a déjà plombé 7 millions d'Africains avec le vaccin anti-polio. Entre parenthèses, pour ceux qui ne sont pas au courant, les enfants ne meurent plus de la polio, ils meurent du virus vaccinal. Donc voilà, et maintenant, pour sauver la planète, en fait, il veut envoyer des particules toxiques. Donc il a fait un énorme ballon qui est à 25 000 mètres, je ne sais pas quoi, et qui épand du dioxyde d'aluminium, etc. Donc il faut dire que pour lui, sauver la planète, ça veut dire éradiquer les 2/3 de ses habitants, et qu'il l'a dit bien clairement face caméra. Je pense que vous allez... J'ai voulu vous montrer la toute petite vidéo pour les gens qui ne le croient pas, parce que c'est quand même intéressant. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather,
Perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Oui, parce que quand il dit un de ces chiffres va devoir être proche de zéro, tout le monde comprend de qui il parle, c'est-à-dire de nous. Si on fait un bon boulot sur les nouveaux vaccins, services de santé, la santé reproductive, on pourrait réduire de 10 à 15% la population. C'est regrettable que vous n'ayez pas le son, mais je donnerai le lien à qui le veut, parce qu'il faut quand même savoir que ce monsieur le dit. Il est dans un colloque avec des gens qui sont apparemment ses potes, quoi, qui a sa cause. C'est pour ça qu'ils rigolent tous quand il dit one of these numbers should be close to zero. Un de ces chiffres devra devenir proche de zéro. Ils se marrent tous. Parce qu'effectivement, ils savent bien que ce n'est pas ni le CO2 ni les services qui vont être proches de zéro, donc il ne reste plus que nous, en fait. Oui, ils font tous partie du club des billionnaires. Ouais. Et selon le journal The Guardian, ce petit groupe de scientifiques, dont si on peut appeler Bill Gates un scientifique, qui sont soutenus justement par les gens du club des billionnaires, il y a Bill Gates, il y a Richard Branson qui a la fondation Carbon War Room, il y a Murray Edwards qui est le magnat des pétroles, des sables bitumineux au Canada, Nicholas Enstrom qui est le cofondateur de Skype, il travaille sur des technologies à haut risque pour la planète et il manœuvre, tous ces gens qui travaillent sur ces technologies manœuvrent les politiques pour les pousser à passer les lois qu'ils veulent et les règlements internationaux qui les arrangent. C'est eux qui couvrent les enquêtes et qui influencent les gens du GIEC, justement. Et aussi de l'IPCC, donc ils sont tous membres du même club, en fait. Donc ils épandent de l'aluminium qui favorise la mort cellulaire, Alzheimer, Parkinson, ça on le sait depuis longtemps. Nous avons un monsieur spécialiste de la question. Du strontium, du barium, qui donne des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, et surtout qui provoque la division du cerveau en bloquant l'interaction entre les acides aminés, ce qui empêche une perception cohérente. On comprend pourquoi il y a tellement de gens qui passent au-dessus de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les composants du barium détruisent la couche d'ozone, quand la raison officielle des épandages, quand ils commencent à l'admettre, c'est justement de restaurer la couche d'ozone. Donc, apparemment, les chemtrails servent plus au contrôle du climat à des fins militaires qu'à sauvegarder la planète et ses habitants. Il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Rosalie Bartel, dont je vais vous parler tout à l'heure,
Juste une petite parenthèse, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Pazin qui a fait un film que vous devez connaître qui s'appelle Bye Bye Blue Sky, et dans lequel il explique qu'il est allé interviewer des gens en France aussi, parce qu'il avait vu sur le site de l'armée française qu'il y avait une commande de je ne sais pas combien de tonnes de barium. En fait, personne n'a voulu lui répondre, mais le truc a disparu du site de l'armée, c'est marrant aussi. Il y a aussi dans le dibromure d'éthylène dont je parlais tout à l'heure, qui est l'adjuvant des carburants. C'est ce qui fait qu'on a souvent la gorge irritée, du mal aux yeux, des toux qui persistent avec des symptômes comme de la grippe, mais qui ne sont pas vraiment la grippe, des fatigues inexpliquées, et tout ça souvent après les épandages. En fait, c'est ce que beaucoup de médecins appellent allergie. Le docteur Horowitz, lui, dit si vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte, etc., vous inquiétez pas, c'est pas la grippe, c'est une conspiration. Je pense qu'il a raison. Donc, il y a aussi des métaux lourds, évidemment. Alors, les métaux lourds, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que les métaux lourds agissent sur le cerveau et l'ADN, qui sont les deux choses qui nous permettent de percevoir les informations. Et les chemtrails agissent aussi, paraît-il, donc sur la glande pinéale, que Descartes appelait l'âme humaine. Enfin, Descartes disait que la glande pinéale contenait l'âme humaine. Et qu'on considère un peu, enfin il y a plein de savants, surtout en Amérique du Sud, qui ont travaillé dessus, et qui considèrent que, en fait, la glande pinéale est un peu notre antenne, et ce qui fait que les humains ont un peu perdu la connexion avec le divin et sont plutôt régis par leur subconscient et donc par la matrice, en fait. Après, parmi les maladies que font développer les chemtrails, il y a la fameuse maladie des morgelons. Est-ce qu'on a l'image? Parce qu'elle est magnifique pour plomber aussi. Ah, oula, ah, c'est juste avant. Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, voilà. Ça, c'est les fils. C'est-à-dire, les morgelons sont des gens qui ont des nécroses comme ça à l'intérieur sur le corps, par lequel s'échappent des fils de polymère. On a aussi trouvé une ressemblance avec la texture de la cellulose, mais par contre, il y a des experts, dont le docteur Hildegard Steininger, qui ont fait des recherches, et en fait, ils ont comparé ces fibres aux bases de données du FBI, qui a 900 fibres dans sa base de données. Il n'y en a aucune qui correspond à ces fibres-là. C'est-à-dire que ces gens-là ont des fibres comme ça qui poussent et qui sortent de ces nécroses. Et pour le docteur Hildegard Steininger, qui est un des plus grands experts dans la matière, c'est pas très réconfortant, mais elle dit qu'on est tous infectés par ce genre de choses, parce que ça vient de l'exposition aux nanoparticules qui sont aussi balancées dans les chemtrails, et qu'en fait, les gens qui ont ces nécroses, c'est parce que leur corps les rejette. Ceux qui n'ont pas de nécrose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas infecté, ça veut juste dire que notre corps se débrouille pour vivre avec, quoi. Donc elle dit ce ne sont pas juste des particules de polymère, ce sont des agents plastiques, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. Il faut savoir aussi que les nanoparticules, il y en a dans la nourriture. Maintenant, 40% de l'industrie alimentaire contient des nanoparticules, et aussi dans l'eau, dans les cosmétiques, dans plein de trucs. Elle démontre aussi que ces nanoparticules s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de notre corps. Elle résiste évidemment à tout, elle a tout fait, elle les a brûlés à 1400 degrés, elle les a passés à l'eau de Javel, et en fait elles ne sont pas destructibles. Il y a aussi des gens qui ont des trucs très bizarres qui sont des fibres rouges et bleues, et en fait quand ils les ont analysées, alors ça c'est anecdotique, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais c'est la même texture, la même, comment on dit, composante que les fibres rouges et bleues qu'il y a dans les billets de 20$. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que ces fibres-là, dans les billets de 20$, sont sûrement pour la sécurité du papier. Donc, voilà. Certaines de ces fibres aussi transportent de l'ADN et de l'ARN génétiquement modifiés. Et elles se développeraient grâce à l'énergie bioélectrique de notre corps.
On sait qu'il y a des bébés, enfin elle a démontré qu'il y avait des bébés qui étaient en train de naître avec ces nanomachines en eux. Ça veut donc dire que ces nanoparticules passent la barrière protectrice de l'organisme. Alors ce qui est marrant comme d'habitude, c'est que l'AFSEP, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, écrit « Elle circule dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau ou le placenta et peuvent s'accumuler dans plusieurs organismes essentiellement à partir d'expositions respiratoires et digestives. » Alors moi j'ai juste envie de demander à l'AFSEP à quoi ils servent, quoi, parce que si on demande l'autorisation de fabriquer une pommade avec des plantes et des huiles essentielles, il y a je ne sais pas combien d'organismes qui doivent regarder si vraiment c'est au point sanitairement, etc. Mais par contre, des nanoparticules qui se baladent dans notre sang, sur notre cerveau et tout, c'est pas grave. Les biopsies des morgelons et les résidus de chemtrails ont aussi prouvé qu'elles contiennent tous les deux une bactérie qui s'appelle l'agrobacterium. C'est une bactérie des sols qui est très courante, sauf qu'elle n'a qu'une fonction, elle est mutagène. Et en fait, elle est capable de transformer génétiquement les plantes et aussi des cellules eucaryotes. Et en fait, c'est ce qui sert à fabriquer tous les OGM. Donc la question, c'est est-ce puisqu'on en a trouvé dans les résidus de chemtrails et qu'on en trouve dans les biopsies des gens qui ont des morgelons, est-ce que l'agrobacterium est à eux parce qu'ils ont mangé des OGM? Est-ce que c'est parce qu'on nous balance l'agrobacterium par les épandages? Et aussi, si on met ça en perspective avec les vaccins dans lesquels on récupère des ADN étrangers, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir une bactérie en nous qui code et qui fait muter les ADN? Je vous livre tout comme je l'ai trouvé. Enfin, ça fait quand même assez peur parce que si on ne peut plus manger sainement, si on ne peut plus penser clairement, si notre ADN mute, on est mal. Au passage, il y a des trucs aussi avec la géo-ingénierie qui sont terribles, c'est-à-dire que les UVB, on en reparlera tout à l'heure avec Arp, mais en fait, les UVB, s'ils détruisent l'ionosphère, les UVB passent, et si les UVB passent, ça réchauffe le fond des océans, enfin ça réchauffe les océans, et le fond des océans libère du méthane. Et le méthane, c'est vraiment plus sérieux que le CO2 parce que c'est un gaz à effet de serre qui est 23 fois plus puissant que le CO2 et il reste piégé dans l'atmosphère pendant 14 ans. Donc ça crée des phénomènes qui après ont leur vie propre et qui sont à perpétuité sur la planète, quoi. Alors la grande question, c'est pourquoi ils manipulent le climat? Alors en fait, moi j'ai commencé cette enquête le jour où j'ai eu en main un brevet de Monsanto qui date de 2009, où Monsanto a breveté en 2009 toute une série de plantes et de légumes qui étaient résistantes à l'aluminium. Donc je trouvais ça, ça m'a interpellée parce que pourquoi résistant à l'aluminium? Pourquoi pas à l'eau de Javel ou au bicarbonate de soude ou à autre chose, quoi, si ce n'est que sachant, comme d'habitude, Monsanto, sachant qu'ils épandaient de l'aluminium, ils savaient que les 3/4 des plantes allaient crever, sauf celles qui étaient résistantes à l'aluminium. Comme ils ont fait, même chose qu'ils ont fait pour le Roundup Ready, qui tuait toutes les plantes, sauf celles qui contenaient le gène qui contenait le pesticide. En fait, c'est un peu la même façon de procéder, quoi. Après, j'ai découvert que Monsanto a acheté en 2012, c'est-à-dire un mois avant, ils disaient qu'ils étaient en faillite pratiquement. Il faut savoir que Monsanto, ils sont partis de l'agent orange, etc., du DDT. Quand on les a trop montrés du doigt, ils ont vendu leur département chimique à Pfizer et ils se sont refait une virginité en disant qu'ils allaient s'occuper de l'agriculture. Et en fait, à ce moment-là, ils nous ont balancé les OGM, le Roundup, enfin tous les pesticides qui ont complètement plombé la planète. Donc en fait, c'était pas étonnant qu'ils veuillent soi-disant là déposer le bilan pour passer à autre chose. Et surprise,
En fait, le 10 octobre 2012, ils ont racheté la première société de climatologie américaine. Évidemment, c'était parce que les paysans qui sont complètement traumatisés par les changements climatiques ne savent plus quoi faire avec les cultures, et Monsanto allait pouvoir leur montrer comme ça ce qu'il fallait faire pour adapter les cultures au changement climatique. Sauf que c'est eux qui sont derrière les changements climatiques, quoi. Dans la foulée, j'ai aussi retrouvé une société de Rothschild qui a acheté, eux ont acheté la première société mondiale de cartographie météo. C'est-à-dire, pourquoi, on se demande, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous recevez comme carte météo, tout ce qu'on reçoit comme carte météo sur les télévisions du monde entier, sur les téléphones portables, sur le web, toute cette cartographie appartient à une seule société qui maintenant est entre les mains de Rothschild. Ce qui veut dire que c'est vachement pratique parce que maintenant, quand ils vont nous dire... Pendant des années, on a dit, ouais, mais la météo, ils disent n'importe quoi. Ce qu'ils disent n'arrive jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, ce qu'ils disent, ça arrive. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent falsifier les cartes avant ou ils savent ce qu'ils vont faire dans 15 jours. Donc, ils peuvent préparer la carte qui va avec, ce qui fait qu'ils contrôlent absolument tout du début à la fin, quoi. Comment ? LLC Rothschild, je sais pas quoi, mais enfin, tous les liens sont à la fin du bouquin, donc, enfin non, à chaque page d'ailleurs du bouquin. Donc en fait, pour moi, ils ont un autre agenda, qui est évidemment le contrôle de la nourriture, la guerre économique, et aussi, est-ce que la Troisième Guerre mondiale ne serait pas météorologique ? Nous enlever l'indépendance alimentaire, ça a toujours été le vieux rêve de Monsanto, Syngenta, Bayer, tous les semenciers chimiques. Par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si le poison vient du ciel? C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, on va bien être obligé de manger des OGM à un moment donné, ou en tout cas les fameuses plantes résistantes à l'aluminium, dont ils se partagent le marché joyeusement. En fait, c'est un monde complètement transgénique et synthétique dans lequel ils veulent nous mettre, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le monopole des semences, le monopole de la reproduction animale, et maintenant, ils veulent nous empêcher de manger de la nourriture organique et de l'eau qui ne soit pas... parce qu'avec les chemtrails, l'eau va être polluée, enfin tout est pollué si on regarde. Donc ils veulent qu'on avale leurs aliments... empoisonné, évidemment, l'agrobactérium, et avoir le monopole sur notre nourriture, ça c'est clair. Ils vont aussi faire un énorme jackpot avec les semences, parce qu'ils ont breveté, je crois que les 3 compagnies ont 90% des semences qui vont pousser s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec la pollution qu'ils sont en train d'installer. C'est Monsanto, DuPont et BASF, je crois. Donc le CO2, pour moi, est un leurre total. Je vous invite aussi à lire les écrits de Dominique Guillet, qui est le fondateur de Cocopelli, qui a écrit des articles absolument superbes sur le CO2 et aussi sur la façon dont ils ont détruit la terre, dont l'érosion est en train de détruire complètement des pays entiers. Et lui a fait un texte qui s'appelle « Carbone, mon amour », et où il dit « Taxer le carbone, le cœur de la vie, c'est comme taxer la sexualité, le cœur de la reproduction et de la jouissance orgasmique. La mort, c'est la vie sans le carbone. » Il explique en fait comment la Terre a toujours eu un pouvoir de résilience, justement grâce au carbone, ce qu'elle n'aura plus s'ils continuent à faire ce qu'ils font. Et en plus, ce qui est extrêmement dangereux, c'est que là, on arrive vraiment au fait que la production de la nourriture va être complètement dans les mains de gens qui veulent que ce soit génétiquement modifié et adapté aux conditions qu'ils vont créer, mais nous, on n'aura plus aucune indépendance alimentaire. Si je peux, Claire, à ce niveau-là, juste dire que Cocopelli vend des graines et des semences interdites, non répertoriées. Enfin, c'est le moment d'acheter des graines. Parce que tous ceux qui en auront pourront perpétuer par la suite les graines et la vie. Donc ils sont à 90 000 € d'amende de vendre des graines interdites. N'hésitez pas, sur le site, vous pouvez y aller, en acheter. Ils sont dans tous les salons aussi, dans tous les salons, dans tous les salons bio. Ils ont besoin de nous, et on a vraiment besoin d'eux. Après, est-ce qu'il y aurait des guerres climatiques ?
Alors là, c'est encore Zbigniew, c'est la Bible. Hein. Zbigniew, on trouve tout, c'est comme un lex samaritaine, qui nous fournit le concept de guerre secrète. Parce qu'il explique qu'en fait, si les guerres sont secrètes, il explique qu'à partir du moment où il y a eu la télévision, ils sont obligés de dealer avec les émotions du public. Et que si les guerres étaient secrètes, ben, on ne les embêterait pas, puisqu'on ne serait pas au courant. Donc il écrit vraiment dans le Between Two Ages en 70, le climat va devenir l'arme absolue pour mener les guerres secrètes, économiques ou militaires, avec un minimum de gens au courant, pour faire plier l'ennemi potentiel et l'obliger à accepter les exigences de l'Amérique. D'ailleurs, à l'époque, en 1999, il y a eu le Parlement européen, c'est à l'époque inquiété du fait que la recherche militaire se serve de manipulation de l'environnement, comme d'une arme. Ils ont questionné les Américains. Il y a un député anglais dont je ne me souviens plus le nom, mais qui lui a insisté lourdement pour que les Américains acceptent de répondre. En fait, ils n'ont pas répondu, mais lui, il est tombé pour usage de cannabis et de vidéos porno à l'aéroport de Londres. Il s'est fait arrêter bêtement. Donc, l'enquête s'est arrêtée là, quoi. Alors, les guerres économiques, en fait, c'est quoi? C'est que, par exemple, d'ailleurs, on trouve plein d'écrits là-dessus. Par exemple, si le vin de Bordeaux est en concurrence avec des vins de Californie et qu'ils veulent faire monter le prix en bourse, il suffit de faire un orage de grêle bien centré sur les vignes en question et puis il n'y a plus de concurrence pour les vins californiens, quoi. Il y a aussi faire un orage ou des pluies diluviennes sur le fourrage, enfin sur les cultures qui vont servir de fourrage aux animaux, et dans ce cas-là, il faut ou sur les arbres fruitiers, ou sur les cultures, sur les légumes, etc. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus rien, donc on est obligé d'importer, et ça permet aussi de spéculer en bourse. Il y a plusieurs pays qui ont déjà accusé les USA à l'ONU. Peut-on rapprocher ce fait par rapport aux nouvelles maladies des oliviers? Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé sur les oliviers, mais peut-être. Ouais, mais peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé pour les oliviers, mais c'est plausible. Éventuellement le chêne, les vignes, etc. Ah oui, non, mais je dis, j'ai pris les vignes comme ça. Non, mais cette nouvelle maladie pourrait atteindre éventuellement les vignes, les chênes, les arbres, certains arbres. Oui, je ne sais pas. Elle apparaît subitement et on n'a rien pour lutter contre. Ouais. Acheter du Roundup. Oui, il y a plusieurs pays qui ont déjà accusé les États-Unis de leur voler la pluie, de provoquer des ouragans. Il y a des écrits qui restent, enfin des retranscriptions des sessions à l'ONU. Ça pose aussi une question, c'est que s'ils peuvent pousser les orages où ils veulent, il y a un moment donné où l'eau, qui est quand même le premier élément de notre survie, ira là où nos maîtres veulent qu'elle aille. Il y a pire aussi, comme l'indiquait Zbigniew, c'est se servir de la guerre climatique pour faire plier une nation. Alors là, par exemple, la tempête de 99, que tout le monde doit avoir en mémoire, en fait, quand on regarde chronologiquement, mais à l'époque, il y a des gens qui l'ont dit, il y a un monsieur qui s'appelle Mark Filterman qui en a parlé, il y a aussi un journaliste de VSD qui avait fait un article à l'époque, c'est qu'en fait, les tempêtes de 99 auraient été provoquées parce que Jospin et Chirac, à l'époque, étaient militaient contre l'entrée des OGM en France et contre aussi le traité l'AMI, qui était l'ancêtre du traité TAFTA transatlantique. Et donc, en fait, en faisant une petite tempête qui détruit la moitié du pays, il est évident qu'après... les gens sont un peu plus dociles. Alors les éléments qui prouvent un peu ça, c'est qu'en fait, on a dit que c'était un cyclone tropical. Sauf qu'un cyclone tropical, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-là est tourné à l'inverse des aiguilles d'une montre. Et aussi un cyclone tropical, il faut qu'en passant sur la mer, la mer soit chaude, donc il se réchauffe. Le 29 décembre, la mer ne devait pas être terriblement chaude.
Il y a aussi Mark Filterman qui s'est amusé à faire tous les relevés de HAARP et de tous les systèmes de sécurité à travers le monde et qui s'aperçoit qu'en fait le 23, toutes les courbes existent, sauf le 23, il y a un trou sur toutes les courbes. Donc il paraît que ce serait pour sanctionner la France pour son attitude à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand on regarde chronologiquement, en début d'année 2000, Jospin est venu à la télévision et il a dit que finalement, ça ne regardait pas les États, ce qui se passait dans les compagnies privées. Il a autorisé les OGM pour la recherche. Et aussi, il n'est pas revenu sur le traité de l'AMI, mais il a signé une clause qui disait que quand les pourparlers reprendraient, les pourparlers de l'AMI ou ce qui correspondait à la suite de ce traité, le gouvernement français n'y prendrait pas part et ce serait le commissaire européen qui déciderait. On comprend pourquoi maintenant, TAFTA, on est au courant de rien. Forcément, puisqu'on l'a signé. Hein. Alors là, j'ai eu un grand trou, Jean-Marie peut vous le dire, c'est le jour où je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, mais moi qui ouvre grand ma bouche depuis je ne sais pas combien de temps en disant il faut sortir de l'Europe, si on ne sort pas de la main de ces banquiers, on est mort, etc. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux rester dans l'Europe et supporter leur MERDE parce que si jamais on sort et qu'ils nous punissent et qu'ils nous fassent un petit ouragan ou un petit tsunami, c'est pas évident que ce soit mieux, quoi. Donc, les gouvernements, on voit aussi toutes les catastrophes qui se passent en ce moment. Quand je dis est-ce que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre météorologique, on voit tout ce qui se passe, toutes les catastrophes partout dans le monde. Le gouvernement trouve que tout est normal. Hein. On est beaucoup à trouver que c'est bizarre quand même. Et en plus, c'est aussi exactement ce qui est décrit dans les capacités du système HAARP dont on va parler. Et la liste des coïncidences est longue, hein, comme les tempêtes de 99. Il y a aussi, par exemple, la Chine, quand la Chine a refusé d'adhérer à la coalition que les Américains voulaient mettre en place contre la Corée, ils se sont pris un bon tremblement de terre à la suite. Il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi ça m'avait choqué à l'époque, c'est qu'on voyait des milliers, on nous disait il y a des milliers, pour pas dire des millions de gens dans les rues, sans abri, sans nourriture, et la seule chose qu'on voyait arriver, on nous disait les Américains ont déployé des secours sur place et on voyait que des porte-avions. Et je me disais que les gens qui n'avaient pas de toit et pas de nourriture, peut-être qu'on pourrait leur apporter autre chose que des porte-avions. En fait, Chavez a dit depuis que c'était pour contrôler Cuba et pour mettre un pied, pour s'approcher du Venezuela. Je pense qu'il n'avait pas tort. Il y a aussi un document de l'US Air Force qui date de 1996, qui s'appelle Air Force 2025 Final Report, qui dit « La modification des conditions météo offre aux combattants de guerre un large éventail d'options pour faire échec ou contraindre l'adversaire. Les techniques pour déclencher des inondations, ouragans, tremblements, et va devenir un élément de sécurité intérieure et internationale, avoir implication offensive et défensive et même être utilisé comme moyen de dissuasion. » Là aussi, c'est assez clair, je trouve. Alors, l'autre gros morceau, c'est que la technologie qui rend tout ça possible, c'est HAARP. L'arme absolue dont parlait Zbigniew, qui officiellement est un programme de recherche sur l'ionosphère et qui permet en fait d'étudier les communications longue distance et de modifier l'ionosphère localement par des ondes de haute fréquence. C'est un système, je suppose que vous avez tous vu les images. Alors, il n'y a pas qu'un HAARP, mais celui-là est le principal qui est à Gakona, en Alaska. C'est 180 antennes de 20 mètres de haut qui sont reliés à un émetteur d'une puissance de 20 millions de watts, qui brûle 95 tonnes de diesel par jour et rejette 7 tonnes de déchets. Mais à part ça, je ne voudrais pas revenir aux vaches et aux voitures diesel, mais bon. Ça a été conçu selon la technologie de Tesla, qui a été repris par Eslang, et les brevets appartiennent toutes, je vous le fais court, mais il y a tous les détails dans le livre, qui appartiennent par des compagnies interposées au groupe Rockefeller, qui après ont été vendus à un groupe qui s'appelle la Raytheon Corporation,
qui possède aussi la patente Welbach. Sont comme ça, la boucle est bouclée. Ces compagnies sont tellement proches de la CIA qu'on les dit presque indissociables. Et elles appartiennent toutes aux mêmes 4 actionnaires qui ont toutes les compagnies un peu bizarres aux États-Unis, qui sont BlackRock, Blackstone, Vanguard. C'est la même compagnie, entre parenthèses, Blackstone, c'est la même compagnie qui dirige Freescale, qui est la compagnie qui détient le brevet des... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un avion qui s'est perdu là, il y a quelque temps. Dans cet avion, il y avait une vingtaine de savants. Vous êtes au courant? Il y avait une vingtaine de savants, dont 4 qui avaient déposé un brevet sur la dernière puce, la dernière technologie en matière de puces. Et le brevet a été déposé comme appartenant à ces 4 savants chinois et à Freescale, à 1/5 chacun. L'astuce, c'est que le brevet mentionnait qu'en cas de disparition de l'une des personnes, les royalties ou le copyright n'allaient pas à leurs ayants droit, mais aux derniers survivants des gens à qui appartenait la patente. Comme là, les 4 sont morts dans l'avion, il ne reste plus que la compagnie Freescale qui, elle aussi, appartient, qui est contrôlée par une banque, la même banque qui s'appelle BlackRock ou Blackstone, je ne sais plus l'un des deux. Dans les objectifs de HARP, ce serait de générer un bouclier protecteur contre les missiles et les avions ennemis et empêcher toute communication radio et satellite dans un périmètre donné. Ils s'en servent aussi pour communiquer avec les sous-marins en plongée, scanner le sous-sol de la Terre et aussi transmettre, selon la technique de Tesla, beaucoup d'énergie à l'autre bout du globe sans aucun câble. On comprend maintenant à quoi sert le barium, c'est-à-dire que le barium, en faisant une couverture d'ondes, permet à ce qu'il n'y ait pas de trou quelque part sur Terre, puisque le barium permet aux ondes d'être conduites entre les différents systèmes. Il y a HARP, mais il y a Pine Gap en Australie, il y a Munos en Sicile, enfin il y a des installations de notre monde, il faut aller voir, les antennes qui sont en train d'installer partout. Il y a apparemment une en France. Hein? Il y a apparemment une en France. J'ai pas trouvé de preuve de ça. J'attends aussi, on peut vérifier, mais apparemment... Il y a aussi bien pire, c'est que HARP serait capable d'influencer le comportement humain, la fréquence de HARP joue dans le même registre que celle du cerveau humain. Dans HARP, en fait, le principe, c'est qu'ils envoient dans l'ionosphère des faisceaux d'ondes haute fréquence qui atteignent 1,7 milliard de kilowatts. Et en fait, l'ionosphère est située entre 85 et 600 km au-dessus de nos têtes, et ça sert à réfléchir les ondes. Donc, en fait, non seulement c'est vital pour nous avec le fait que ça filtre les UVB, ça nous protège des UVB, mais quand ils bombardent une zone comme ça de l'ionosphère avec des rayons de cette puissance-là, ça crée un miroir qui agit comme une antenne, et en redescendant, ça pénètre les sols, les océans, nos corps en même temps, et ça revient en basse, ça renvoie des basses fréquences sur la Terre. En fait, c'est comme si on était pris dans un gigantesque four à micro-ondes. C'est sympa, non? Évidemment, la technologie de HARP, quand on lit, comment est fait HARP et la patente, ça peut provoquer des tremblements de terre, des explosions aussi puissantes que les bombes atomiques. Donc évidemment, ça crée des trous, comme je l'ai dit, dans l'ionosphère. Alors personne n'a aucune idée de la façon dont on peut les réparer, ni si les trous peuvent s'agrandir. Il n'y a aucune étude absolument là-dessus. Donc le réchauffement, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'ils font dans l'ionosphère, ça on en est sûr, et ça c'est grave. Je parlais de Rosalie Bertell tout à l'heure. Rosalie Bertell, elle est morte l'année dernière, mais c'est une immense chercheuse, c'était la conseillère de Carter. C'est aussi elle qui a dirigé les commissions sur la tragédie de Bhopal, sur Tchernobyl,
sur enfin toutes les grandes catastrophes, c'est elle qui était en charge des commissions. Et elle dit vraiment très clairement que ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la couche d'ozone. Et je pense qu'elle a totalement raison. Il y a aussi Nick Begich, qui est le premier spécialiste de HAARP, qui assure que les ondes de basse fréquence qui nous reviennent de HAARP permettent d'influencer les facultés mentales des individus. Et il cite comme exemple pendant la guerre d'Irak, où il y a eu à un moment donné, il y a eu 1 ou 2 endroits sur le terrain où les soldats se sont rendus sans se battre. Donc il dit qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient soumis à certaines radiations qui faisaient qu'ils devenaient dociles. Il est évident que les civils, on peut y avoir droit n'importe quand on fait un truc qui ne leur plaît pas. Il y a Barry Trower, un monsieur qui s'appelle Barry Trower, qui est un spécialiste des radars dans l'armée anglaise. Il y a plein de vidéos sur lui, sur le net. Je vous invite vraiment à aller les regarder parce que ça change la vie. Lui, il révèle, en fait, c'est un monsieur qui était spécialiste des radars dans l'armée anglaise, mais qui a passé après des années à débriefer pour la CIA tous les espions qu'ils arrivaient à recruter ou à arrêter dans le monde entier pour savoir quel était l'état de connaissance de tous ces gens-là, à peu près du monde entier. Donc c'est probablement la personne au monde qui s'y connaît le plus sur les ondes. Il nous dit qu'en fait, ils peuvent agir soit sur un rassemblement de gens, par exemple une foule d'1 millier de personnes dans une manifestation, mais aussi ils peuvent suivre avec un rayonnement infrarouge, mais aussi suivre juste un organe d'un individu bien ciblé. Et en fait, parce que le corps humain, on a une fréquence particulière, chacun de nous a une fréquence particulière, de la même façon qu'on a des empreintes digitales particulières, un ADN particulier, c'est pareil pour notre fréquence. Ils peuvent aussi nous suivre par les implants, évidemment, dont le plus terrifiant, c'est quand même qu'ils puissent interférer avec notre conscience et court-circuiter notre volonté et notre liberté. Donc, c'est pour ça que quand on me dit « est-ce que vous êtes optimiste ?» Pas trop, parce que je me dis qu'avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, si on ne se réveille pas très très vite, entre les vaccins qui rendent autistes, entre les ondes qui peuvent influer sur notre mental, il y a plein de trucs qui sont graves, quoi. HAARP émet en continu donc sur une fréquence de 3,39 qui est dans le spectre donc, des fréquences du cerveau humain. Et une exposition chronique provoque les ruptures des brins d'ADN des cellules humaines. Si on se réfère aux travaux de Beljanski, par exemple, qui parlait de comment se créer un cancer à l'intérieur du corps humain, il expliquait très bien qu'en fait, on nous dit, par exemple, que telle pollution, c'est pas important parce que c'est minime, donc ça peut pas nous affecter. Sauf que Beljanski expliquait bien que chaque détérioration de l'ADN s'ajoute et que c'est ça aussi à la sortie qui peut provoquer des cancers. Il y a aussi les travaux de Montagnier sur la mémoire de l'eau, il a repris les travaux de Benveniste, et qui montrent que les basses fréquences du bruit électromagnétique ambiant déclenchent l'émission d'ondes de basse fréquence par l'ADN des virus et les bactéries présentes dans le corps qui sont jusque-là à l'état latent. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes, les micro-ondes, réveillent les virus. Je ne sais pas si vous avez vu les expériences qu'il a faites avec avec l'eau, quoi, dans des récipients, où il met une bactérie dans de l'eau, et ensuite il enlève la bactérie, il filtre jusqu'à ce que que l'eau soit complètement stérile, pure, et ensuite il remet ce flacon stérile et d'autres flacons stériles, d'eau stérile à côté, et il balance des micro-ondes, et à ce moment-là, la bactérie non seulement se reconstitue, mais en plus, elle se reconstitue dans les verres qui sont à côté. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il dit, en rigolant, que le téléphone mobile a été inventé bien avant ce qu'on connaît maintenant. Comme on est exposé à des ondes de partout, avec les antennes relais, etc., sans savoir vraiment, on peut s'imaginer ce que ça fait sur le corps humain. D'ailleurs, il y a d'autres savants, dont un néerlandais qui a regardé comment s'éveillait justement le virus de Lyme, par exemple,
la maladie de Lyme et comment avec l'exposition au micro-ondes, tous ces virus se réveillaient. Il y a des gens qui ont l'esprit mal tourné aussi, qui ont expliqué que les virus ne sont ni morts ni vivants. En fait, ils vivent sur un hôte. Donc il suffit de mettre un virus dans une bactérie dormante, d'aller la répandre à l'endroit du globe où vous voulez faire quelque chose, et ensuite de revenir au cours d'un voyage, puis après de revenir chez vous. Et quand vous avez envie d'embêter le coin sur lequel vous avez laissé la bactérie, vous envoyez un petit rayon par ARP ou par un satellite, et ça réveille la bactérie, et ça crée un truc d'un autre monde dans le pays, et il n'y a aucune relation de cause à effet sur le moment, quoi. Barry Trower est aussi parti en guerre contre le Wi-Fi. Il dit même que c'est la thalidomide de notre siècle et que quiconque installe le Wi-Fi dans une école devrait être enfermé à vie. Il n'est pas digne de fouler le sol de cette planète. Et d'ailleurs, on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a eu une enquête du New York Times la journaliste est allée interviewer, je suppose que vous l'avez vu, tous les savants de Silicon Valley, dont qui travaillent dans les nouvelles technologies, et pour leur demander si leurs enfants avaient accès à ce genre de technologie. Ils ont tous dit « Ah non, 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 parce que nous, on sait ce que ça fait ». Il y en a même qui ont expliqué qu'ils mettaient leurs enfants dans des écoles spéciales où ils avaient des craies, des tableaux et tous les livres qu'ils voulaient, mais surtout pas... Je vous interromps, Claire, parce que je suis dans l'association Robin des Toits et je ne peux que corroborer ce que vous dites concernant le Wi-Fi, notamment. Ah oui, oui. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'ils en mettent dans toutes les écoles maternelles. C'est interdit, la loi Abeille de février, oui. Interdit, oui. Ça doit être coupé jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors à 3 ans et 1 mois, tant pis. Jusqu'à 3 ans, c'est interdit, ça repris les directives européennes. Et donc c'est applicable. La loi est passée au forceps. Oui. Oui, mais elle n'est pas applicable du tout. Parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut... Enfin, c'est sournois, hein, parce qu'en même temps, le gouvernement dit qu'il faut que les enfants soient le plus tôt possible et dans les mains les nouvelles technologies pour ne pas prendre de retard pour plus tard, etc. Mais les 3/4 des écoles, ils ne sont pas équipés pour avoir des ordinateurs branchés, etc. Ils ne sont même pas au courant. Le texte de loi dit... Oui, le texte, oui. Enfin, 3 ans et 1 mois. C'est très inquiétant à Robin des Toits. Depuis à peu près 2 ans, on a des gens qui nous appellent et qui se disent ciblés. Voilà, ils se disent ciblés. Oui, alors moi j'avais le témoignage d'une fille, Martine qui est là le sait, ou c'est Martine, Irène, je ne sais plus, qui m'avait mis un rapport. C'est vous Mélanie, qui m'a envoyé son témoignage, où c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont ciblés, d'autres qui disent qu'ils sont pucés. C'est très difficile. Actuellement, les études qu'on a sur ces gens-là nous montrent qu'ils habitent tous à proximité d'une base militaire. Si vous permettez, parce que les questions sont politiques, on va attendre les... Oui, oui, oui. Donc un enfant, d'après ce que dit Barry Trower, un enfant qui passe une communication de 2 minutes sur un portable a ses ondes cérébrales modifiées pendant 2 heures. Donc eux, tous ces gens-là, leurs enfants n'ont pas le droit d'avoir des tablettes, etc. En tout cas, un peu le week-end, des fois 1 heure le week-end, jamais les veilles d'école, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils expliquent. Et Barry Trower explique aussi que, par exemple, une femme enceinte qui a une tablette sur les genoux, par exemple, pendant des heures, et qui, pendant les 100 premiers jours de la grossesse, c'est le moment où se forment à l'intérieur du corps de la femme, du fœtus, les 400 000 ovocytes qui vont être le capital génétique du bébé femelle, si elle attend une fille, et que ça irradie totalement les ovocytes. Et lui dit vous condamnez la lignée génétique de chaque enfant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lignée féminine dans la famille. C'est quand même pas rien. On sait aussi que la reproduction des chaînes d'ADN se fait par division cellulaire, donc il est bien évident que si on met un élément perturbateur comme les champs électromagnétiques, on obtient des anomalies génétiques, probablement. Les études montrent, Robin des Toits, j'ai lu aussi tout ce que vous écriviez,
les utilisateurs intensifs de GMS ont 240% de risque en plus d'être atteints de tumeurs malignes. Moi, j'étais dans la musique avant. Du coup, j'ai réalisé qu'en fait, les premières personnes que j'ai vues mourir de tumeurs au cerveau, il y a 10 ans, c'était les attachés de presse. Parce qu'à l'époque, c'était les premières à avoir les téléphones mobiles et les avoir vissés à l'oreille toute la journée, pour la bonne raison que quand ils étaient par exemple chez Drucker, pour un artiste, ils ne pouvaient rien faire pendant 8 heures en attendant que l'émission se fasse. Ils ne pouvaient pas travailler pour un autre artiste. Du jour où ils ont eu un téléphone mobile, ils pouvaient, le temps qu'ils attendaient chez Drucker, téléphoner chez Sabatier pour essayer d'avoir une autre émission de télé, etc. Donc, mon attachée de presse de l'époque est morte d'une tumeur au cerveau il y a très longtemps. Et il y en a plein comme ça, quoi. Barry Trower explique aussi que les antennes relais, les smart meters, provoquent la mort subite des nourrissons, parce que les nourrissons ne transpirent pas et donc ils meurent par surchauffe, en fait. Quand on voit que le gadget qu'on offre à toute maman qui vient d'accoucher, c'est le truc de surveillance qu'on met dans la chambre des enfants en Wi-Fi. Voilà. L'autre volet qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Terre a sa fréquence propre, qu'on n'entend pas, mais qu'on appelle la résistance de Schumann. Tout ce qui est vivant sur Terre est accordé à cette fréquence de 7,83. Et beaucoup d'études ont montré qu'elle était essentielle pour notre santé physique et psychologique. La NASA le sait depuis longtemps, parce que quand ils ont envoyé les premiers astronautes dans l'atmosphère, les mecs revenaient hyper malades. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était parce qu'ils n'étaient plus connectés à la résonance de Schumann. Et ils ont mis un truc dans les prochaines capsules qui s'appelait le simulateur de Schumann ou un truc comme ça. Et à partir du moment où ils ont été de nouveau en contact avec la résonance de Schumann, ils n'ont plus ces symptômes. Donc il est bien évident que la résonance de Schumann, elle se situe entre nous et l'ionosphère. Donc il est bien évident que tout ce qui va changer les dimensions ou les paramètres de cet endroit où se situe la résonance de Schumann influe sur nous et qu'on ne sait absolument pas quelle menace ça peut avoir sur l'espèce humaine. Alors, on est donc obligé de constater que tout ce qu'ils font, c'est pour abîmer la vie, que ce soit pour détruire la création et nous mettre en danger, parce qu'ils n'étaient pas obligés de choisir les OGM, ils n'étaient pas obligés de choisir les micro-ondes, ils n'étaient pas obligés de choisir les vaccins qu'ils nous font et ce qu'on met dans les vaccins. Donc, clairement, je veux dire, il y a une volonté de nous rendre malades, stériles et mutants. Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, mais je crois que c'est un peu, enfin moi en tout cas, c'est un peu comme quand on vit avec un manipulateur pervers, quoi. Il y a un moment où on ne veut pas entendre parce que c'est trop compliqué et qu'on préfère ignorer, on se dit bon... mais en fait, si, ils le disent, ils disent ce qu'ils veulent, c'est parce qu'on ne veut pas écouter, quoi. Ils veulent vraiment, quand on regarde justement Guidestones et tous leurs écrits, on se rend compte que ils veulent vraiment stériliser, enfin éradiquer les 2/3 de l'humanité et rendre les survivants stériles. Alors, il y a des campagnes de vaccination où on sait qu'il y a des stérilisants dans les vaccins, et puis il y a aussi les écrits ou les paroles de plein de gens qui sont quand même si on veut se boucher les oreilles, il faut quand même les entendre à un moment donné, parce que c'est vrai que ça paraît tellement énorme qu'on se dit... Moi, au début, je me disais, c'est pour l'argent. Après, je me suis dit, ça suffit pas, c'est l'argent et le pouvoir. Mais il y a un moment où on se dit, ça suffit pas non plus. Donc, par exemple, il y a John Paul Holdren, qui est le conseiller scientifique de Barack Obama, qui a écrit « Un programme de stérilisation des femmes après leur 2e ou 3e enfant. La capsule pourrait être implantée à la puberté et être amovible avec une permission officielle pour un nombre limité de naissances. » Ça, c'est rien. Hein. Ted Turner, tout le monde le connaît à peu près, qui est le fondateur et le patron de CNN. Une population mondiale totale comprise entre 250 et 300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait idéal. Lui, il a 5 enfants, par contre. David Brower, qui est le premier directeur exécutif du Sierra Club,
La grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Il y a aussi Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, si j'avais su ça à l'époque. La chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, hein. C'est parce qu'on ne veut pas. Après, il y a deux savants aussi très intéressants de l'université de Melbourne, Alberto Giubilini et Francesca Minerva, dans un article publié dans le Journal of Medical Ethics, pas n'importe quoi. Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement post-natal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. Alors elle est incroyable parce que, évidemment, elle a reçu des menaces de mort et tout du monde entier et elle ne comprend pas. Et elle dit, je ne comprends pas, avec un grand sourire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont après moi parce que c'était un document qui devait rester juste entre scientifiques. Alors, il y a aussi une volonté qui est évidente de nous arracher tout ce qui nous reste d'humain. D'ailleurs, il y a des écrits de Vincent Payon, enfin de gens qui veulent enlever tous les repères, les déterminismes familial, social. Je pense qu'ils veulent prendre le contrôle de la reproduction humaine, comme ils l'ont fait pour les semences et comme ils l'ont fait pour la reproduction animale. Et d'un autre côté, on fait d'un côté rendre les gens stériles et éradiquer un peu tout ce qui reste après qu'ils aient bien fait croquer les labos, et d'un autre côté, fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. D'ailleurs, on le voit parce que toute la recherche, tout l'argent de beaucoup d'organismes dans la recherche génétique va pas à simplifier la vie ou à trouver des parades ou des médicaments contre les gens qui ont vraiment des gros problèmes de santé ou des maladies orphelines. Ça va surtout à la manipulation génétique. On vient d'entendre, ils ont trouvé des nouveaux spermatozoïdes, vous avez entendu. C'est-à-dire que d'un côté, les pesticides rendent les mecs infertiles, les ondes rendent les femmes stériles, mais on va fabriquer l'utérus artificiel, les spermatozoïdes artificiels, enfin on va tout nous vendre. Aldous Huxley d'ailleurs disait à l'époque, il me semble parfaitement plausible qu'il y ait dans 1 ou 2 générations une méthode pharmacologique pour que les gens aiment leur servitude et produisant une sorte de camp de concentration pour des sociétés entières, afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu'ils auront perdu tout désir de se révolter par la propagande, le lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. Mais c'est pas tout. Vous comprenez pourquoi ça m'a pris du temps. Le rêve de ces branques, c'est aussi de voir l'homme et la machine fusionner, c'est le transhumanisme. On fait que l'ordinateur puisse télécharger les cerveaux, et les cerveaux les programmes ordinateurs. Alors ils disent que c'est pour être plus performant, pour qu'on puisse se réparer tout seul si on a une cellule du foie qui ne marche pas, hop, on appuie sur un bouton et l'ordinateur en nous répare, etc. Il y en a même qui pensent atteindre l'immortalité ou en tout cas vivre 200 ou 300 ans. Là aussi, je vous invite à aller voir un monsieur qui s'appelle Kurzweil. C'est l'autre Barjot, il faut voir sa tête, quoi. Il y a le premier qui fait les épandages, David Keith, et lui, qui croit, alors lui, il croit dur comme fer, lui, c'est pas un escroc, il croit dur comme fer que l'avenir du monde, c'est d'être branché sur un ordi et d'avoir un ordi connecté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si
si nous ont fait passer la théorie du genre et des trucs comme ça, c'est-à-dire que les humains à ce moment-là ne se reproduiront plus, seront pas distraits parce qu'ils sont amoureux, n'auront pas, seront plus performants dans leur boulot puisqu'ils seront fabriqués exactement avec les gènes qu'il faut pour tel et tel truc. En fait, c'est le meilleur des mondes, hein, mais c'était pas un roman de science-fiction, c'est Pierre Hillard qui m'a appris ça il y a quelque temps. En fait, bon, la question, c'est qu'on se dit, quelqu'un qui est connecté 18 heures par jour à un computer, effectivement, qu'est-ce qui va lui rester d'humain, quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir comme empathie pour ses voisins? Enfin, leur but, je pense, c'est effectivement d'avoir d'un côté les élites, un petit noyau d'élite, et les autres qui sont des esclaves performants. Et tout se tient parce qu'en fait, effectivement, ils travaillent sur les utérus artificiels. Ils veulent, pour leur indépendance, effectivement, après tout ce qu'on a dit, que la reproduction sorte du ventre de la mère. Ils veulent pouvoir contrôler la reproduction dans un utérus, etc. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur le net où on voit des femmes qui se sont fait avoir par ce genre de trucs, c'est-à-dire des cliniques américaines qui recrutaient, qui regardaient par exemple sur Facebook les femmes qui parlaient de leurs difficultés, d'être enceintes, etc. et qui les recrutaient en leur disant « mais nous on a les plus grands, enfin les derniers équipements et si votre bébé peut être sauvé, il faut venir chez nous ». Et en fait, au bout de 2 mois, on leur enlève le bébé, on le met dans un utérus artificiel. Évidemment, le bébé meurt. Et donc, ils sont en pleine expérimentation de ce genre de trucs. Et après, ils sont aussi en train de changer notre ADN, on l'a vu, d'introduire en nous des matériaux artificiels qui sont capables de prendre la place. Alors, je ne peux pas tout mettre dans une conférence, mais vraiment, il faut regarder. Ils sont vraiment en train de faire... On trouve des traces d'ARN artificiel, d'ADN artificiel à l'intérieur des biopsies des gens dont je parlais tout à l'heure. D'où, quand j'ai dit tout au début de la conférence que le premier mec qui avait parlé des chemtrails, qui s'appelait Cliff Carnicom, disait qu'il avait trouvé des cellules sanguines humaines et tout le monde s'est foutu de lui, mais en fait, il y a des chances qu'il ait eu raison. Donc en fait, ils veulent que la Terre soit peuplée d'espèces qui sont fabriquées par quelques cartels et avoir le monopole de la reproduction comme ils ont... puisque en fait, la biologie devient contrôlée par la technologie. C'est le pari de Google, il faut le savoir, parce que pour nous tous, jusqu'à ce qu'on soit au courant, Google, c'est une entreprise qui permet de mettre les gens en relation, d'avoir les informations sur tout ce qu'on peut bien vouloir chercher sur le net. En fait, le fameux Kurzweil dont je parlais vient d'être recruté par Google. Et c'est lui qui est à la tête de tous les savants qui sont chez Google. Il faut savoir que Google vient de racheter toutes les sociétés qui ont trait au transhumanisme, à la recherche génétique. Ils ont le quasi-monopole de l'embryologie par génie génétique. Juste pour vous en laisser un petit pour la route. Les dernières recherches génétiques ne vont pas au progrès, comme je disais, sur les maladies. Ils sont en train de créer des chimères homme-animal. Le Daily Mail a dit en 2011 qu'il y avait 150 hybrides comme ça, homme-cheval, greffés des cœurs humains, de fœtus humains sur des rats, des trucs absolument abominables. Et d'ailleurs, il y a un document de la NASA qui s'appelle « The Future is Now », où il demande comment amender la Constitution pour donner des droits à ces humains non humains, quoi. Donc, est-ce que nous sommes déjà, avec tout ça et tout ce qu'on doit contenir, est-ce que nous sommes déjà des hybrides? Est-ce qu'on peut encore stopper tout ça? Qui contrôle ce pouvoir? C'est toutes les questions qu'on se pose. En tout cas, il est évident que la petite fraction de gens qui nous gouvernent veulent... Je ne parle pas de ceux qui sont à la tête de nos gouvernements, les autres là-haut, sont vraiment en train de vouloir confisquer la vie. Toujours Zbigniew disait dans le même livre, « Une telle société sera dominée par une élite dont la soif de pouvoir politique reposerait sur un savoir-faire scientifique supérieur. Libérée des contraintes des valeurs traditionnelles libérales, cette élite n'hésiterait pas pour arriver à ses fins politiques à utiliser les dernières techniques modernes pour influencer la conduite du public et garder la société sous étroite surveillance. »
nous y sommes, hein, pour moi. Et d'ailleurs, on sait tous que l'étau est en train de se resserrer de partout. Je parle pas j'ai pas le temps de parler de tout, des techniques de manipulation de la CIA, du contrôle du cerveau, etc. MK-Ultra, le puçage, Obamacare, le fameux plan Obamacare qui... Obama est devenu le représentant de commerce le plus efficace pour la puce RFID, hein, puisqu'il a dit il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo aussi, hein, je l'ai dit et je le redis, tout le monde va devoir être pucé. C'est une bonne nouvelle. On peut se demander aussi si la pression vaccinale des autorités constamment, c'est pas aussi pour cette raison. Il y a aussi un autre rapport de l'US Air Force 2025 qui s'appelle « Hit them where it hurts », qui explique en long et en large la façon d'implanter les manipulations avec les populations avec des capteurs biologiques furtifs et comment court-circuiter la conscience individuelle. Il y a aussi un programme pour les bébés aux États-Unis qui s'appelle « From Womb to Tomb », du ventre à la tombe. Et puis, effectivement, toutes les techniques, toutes les panoplies d'armes non létales, qui sont les manipulations depuis l'Institut Tavistock jusqu'à Je suis Charlie, ou Aylan et les migrants. On voit bien, si on regarde l'Institut Tavistock, etc., on voit comment ils ont manipulé les opinions publiques depuis bien avant le régime nazi, c'est-à-dire l'Institut Berlin et Tavistock datent d'avant la guerre, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, c'est que dans le DSM-4, qui est le livre qui répertorie toutes les maladies du mental, la dernière qui vient de sortir, c'est le non-conformisme. Voilà. Ouais. Écoutez, voilà. Donc, notre futur, pour moi, si on ne fait rien, c'est comme si on disait à un enfant, tiens, je te prends par la main, on va traverser, tu as 60% de ne pas te faire écraser, mais allez, viens, on y va, quoi. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir qu'on se réveille parce que ce qui se passe, c'est pas une fatalité, c'est un choix d'un petit groupe de puissants, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a une phrase de John Lennon que j'adore, qui me suit depuis très longtemps, qui disait, il y a longtemps, si tout le monde demandait la paix au lieu de demander un écran plat, on aurait la paix. Et je pense qu'elle est très vraie. On est les auteurs de notre histoire. Et donc, Orwell disait aussi, un peuple qui élit des gens corrompus n'est pas victime, il est complice. Et Martin Luther King disait, le moment viendra où le silence est une trahison. Je pense qu'on y est. Donc, je pense qu'on est une seconde infime dans le temps de l'humanité, dans le temps de la Terre, mais notre impact est pour tout le restant du monde, quoi. Donc, faut peut-être se réveiller. Voilà. Merci Claire pour...